Bonjour à toutes et à tous, bonjour Michel, bonjour Gilles. Ravi de vous accueillir à Vivatech, à l'EY Viva Lounge, pour débattre d'un sujet qui nous concerne tous parce que a un impact sur l'urgence climatique. Inutile de rappeler bien évidemment la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Les médias nous le rappellent tous les jours sur ses conséquences aujourd'hui, sur ce que ça pourrait être demain si nous n'agissons pas. Mais à toute crise, ses opportunités. Agir, ça veut dire l'opportunité de donner un nouveau sens, un nouveau souffle à la transformation de nos sociétés, de nos modes de vie. Et l'État est bien évidemment en première ligne là-dedans. Pourquoi il est en première ligne? D'abord parce qu'il impulse, il bat la mesure, il légifère, il met énormément de moyens financiers, il fédère les initiatives. Il se doit aussi, et en cela il est en première ligne, il se doit aussi d'être exemplaire. Et dans sa transformation, dans son action, il doit aussi tenir compte de cette urgence écologique, de la transition énergétique, la transition écologique. Pour reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, on va refaire l'histoire de la prise en compte, que ça remonte à très longtemps. Ça a beaucoup accéléré ces derniers temps, notamment avec le Grenelle de l'environnement, qui promeut l'État exemplaire. Il y a beaucoup de financements qui sont mis sur la table. Le grand plan d'investissement, il y a 4-5 ans, c'est 20 milliards d'euros. Le volet écologie de France Relance, c'est 30 milliards d'euros. La Caisse des dépôts avec le plan Relance verte, mais aussi beaucoup d'argent sur la table. Pourtant, on n'est pas encore complètement au rendez-vous. Et si on regarde les engagements qui ont été pris par l'État à la COP 21, en 2019, on a dépassé quasiment 3% l'émission nette de gaz à effet de serre qui était inscrite dans la trajectoire. Donc la question que vous posez aujourd'hui et que je souhaite vous poser et qu'on va débattre, c'est celle du rythme de cette transformation. C'est la façon de conduire cette transformation. La façon de la conduire à la fois l'État en tant que opérateur d'une façon générale, l'État dans son fonctionnement, mais aussi la prise en compte de cette dimension-là dans les politiques publiques. Par le levier numérique, mais pas que, on le verra. On a la chance d'avoir avec nous deux personnalités. Un grand merci Michel, merci Gilles. Michel, vous avez une carrière très riche dans la haute administration. Vous avez consacré une grande partie de cette carrière justement à cette cause, aux problématiques environnementales, d'écologie, de développement durable. Vous avez exercé des fonctions auprès de plusieurs ministres de l'environnement et de l'écologie. Vous avez été présidente de l'ADEME, commissaire général au développement durable. Et vous poursuivez aujourd'hui cet engagement en ayant créé votre société de conseil en stratégie durable. Merci d'être avec nous. Gilles, vous êtes un entrepreneur, enfin, vous êtes plus qu'un entrepreneur, mais vous avez créé plusieurs sociétés, certaines dans le domaine du numérique. Vous continuez à exercer d'ailleurs certaines fonctions dans ce domaine-là. Vous êtes Digital Champions pour la France auprès de la Commission européenne. Vous avez été premier président du Conseil national du numérique que vous co-présidez aujourd'hui. Un grand merci de nous consacrer un peu de votre temps pour échanger sur cette cause importante. Michel, je vais démarrer avec vous. Comme je l'ai dit, le rythme de la transformation s'est accéléré ces derniers temps. On a parlé d'État exemplaire, d'administration responsable. Maintenant, on parle de services publics éco-responsables. Ce sont des plans, mais derrière, on observe quand même quelques avancées assez significatives. Je trouve que la présentation du PLF 2021 avec la taxonomie verte européenne est intéressante, marque peut-être probablement d'ailleurs le point de départ d'une base qui va nous permettre de comparer l'efficacité de ce que fait l'État en la matière. Et puis il y a plein d'initiatives, je vais bien évidemment pas les développer. Moi je suis très intéressé d'avoir votre regard sur la transformation qui s'opère aujourd'hui. Vous avez été en responsabilité, vous avez vécu ces transformations. Elles vont de plus en plus vite. Quel regard vous portez justement sur cette transformation de l'État dans son fonctionnement? Je crois qu'il faut faire bien la différence entre les progrès qui existent quand même depuis un certain temps, même s'ils s'accélèrent aujourd'hui sur les politiques publiques, et les progrès du fonctionnement de l'État. Parce que vous l'avez dit, le dernier plan qui a été lancé, c'est services publics éco-responsables. Pourquoi? Parce que les deux premiers, ça s'appelait État exemplaire, et comme c'était des échecs, on ne pouvait plus décemment dire que l'État était exemplaire sur ce sujet. Parce qu'en termes de fonctionnement, il ne l'est pas.
On a lancé le premier plan État exemplaire effectivement au moment du Grenelle, avec des choses assez sophistiquées, avec une envie des administrations d'avancer. Mais ça s'est essoufflé assez vite. On l'a relancé après et aussi pareil 1 ou 2 ans plus tard, ça n'a pas été plus loin et là c'est reparti. Alors pourquoi cette difficulté? Bon, d'abord parce que l'État c'est très très compliqué et que pour avoir mené quelques plans État exemplaires, arriver à faire rentrer dans un même moule avec les mêmes indicateurs, avec les mêmes systèmes de mesure, toutes les administrations publiques françaises, c'est une gageure. Le numérique nous aide un peu, parce que ça, avec des capteurs, on va pouvoir, et avec un certain nombre de logiciels un peu mieux fichus que précédemment, on va pouvoir faire des choses. Mais déjà, le simple fait de ne pas savoir d'où on partait, quelle était la donnée, sur quoi on allait travailler, eh bien très vite, le résultat, on ne savait pas trop quoi en faire, et surtout, il n'était pas pris politiquement. Vous n'avez pas vu beaucoup de ministres venir dire regardez ce que j'ai fait, j'ai progressé dans mon bilan carbone de mon ministère. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui demande. Les électeurs, ils viennent pas voir le ministre de l'Intérieur pour lui parler de ça. Donc, on a un décalage et tout le sujet, c'est effectivement d'arriver à faire en sorte que ce sujet soit vraiment pris en main et qu'on ait la possibilité de donner ces informations et ces résultats à la population qui s'y intéresse. Ça, c'est des choses qui progressent, heureusement, et effectivement, on a quand même fait des choses, on a plus de voitures électriques, et puis surtout, on a mis de l'argent. Parce que le deuxième sujet, c'était qu'il n'y avait pas d'argent. Les budgets de fonctionnement, tout le monde le sait, dans l'administration, c'est plutôt ce qu'on coupe quand on n'a plus de sous, et ça arrive quand même assez souvent, même si on a beaucoup de dettes. Donc, on fait des économies de fonctionnement. On ne fait pas le lien entre économie de fonctionnement, investissement et retour sur investissement. C'est pas comme ça dans l'administration. Et on ne mettait donc pas l'argent sur le sujet. Or, la grande nouveauté, c'est effectivement le fait d'avoir mis 7 milliards du plan de relance sur les bâtiments publics et l'isolation des bâtiments publics, parce que je pense que ce sont les bâtiments qui sont les moins bien isolés que l'on ait quasiment sur le territoire. Donc voilà, tout ça s'accélère, c'est vrai. Mais on part de très loin et c'est certainement en termes de fonctionnement le sujet qui a le moins progressé, parce que sur les politiques publiques, on y reviendra, effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que nos décideurs publics ou même nos responsables d'administration centrale tiennent plus régulièrement, au quotidien, compte de cette exigence? C'est un sujet politique en fait, parce que si le directeur d'administration centrale, il n'est pas challengé par son ministre sur le sujet, il fera les choses urgentes sur lesquelles son ministre lui a demandé d'avancer. Voilà. Sachant qu'en plus, c'est le secrétaire général de l'administration qui va être en charge du sujet, les directeurs vont mettre en application les orientations du secrétaire général et c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux dans les administrations. Et le ministre lui-même, il ne viendra mettre un peu la pression sur son ministère que s'il est lui-même interpellé sur le sujet par son Premier ministre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de sujets important et que celui-là, c'est pas celui sur lequel on fait la grande révolution tous les jours. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Il y a une prise de conscience politique, il y a une prise de conscience des électeurs qui a beaucoup progressé et je pense que les électeurs aujourd'hui auront beaucoup plus de mal à accepter de voir effectivement des voitures thermiques dans le parc de l'État alors qu'on nous dit qu'il faut plus qu'il y en ait, de voir des bâtiments dans lesquels on gaspille l'énergie alors que la politique c'est de ne plus gaspiller l'énergie. Voilà. Donc il faut refaire le lien entre finalement ce qu'on demande dans les politiques publiques et vraiment l'exemplarité. C'est même pas l'exemplarité, c'est l'application au sein de l'État. Et ça, il faut encore un petit effort, je pense, de prise de conscience politique, mais je suis positif, je pense qu'on va y arriver. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à Gilles. On a parfois l'impression que les collectivités locales avancent, et les grandes entreprises d'ailleurs, le secteur privé avance un peu plus vite que l'État dans cette prise en compte, dans cette transformation. Vous allez retrouver la même chose que ce que je viens de vous dire. Une collectivité, c'est plus petit, donc si le patron de la collectivité, le maire, le président de région, l'interco, tout ce que vous voulez, est mobilisé sur le sujet
il va mettre en œuvre le message et il va mettre en œuvre dans ses services et il va interpeller ses services sur le projet lui-même. Ça fait en général partie de la politique développement durable de la collectivité locale, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, il va pouvoir le vendre entre guillemets bien sûr, très directement à ses électeurs qui sont plus proches, qui sont plus en communication directe sur ces sujets très pratiques. Hein, vous n'avez pas posé des questions au Premier ministre sur la voiture du directeur de je sais pas. Ouais. Alors que là, vous pouvez le faire. Hein. Et je pense sérieusement que les électeurs aujourd'hui, les citoyens aujourd'hui sont eux-mêmes en demande sur ces thèmes. Donc, et en plus, le financement est plus court. Parce que les dépenses de fonctionnement de la collectivité, c'est les impôts. Ça, les gens le savent très bien. Et donc, le lien entre je fais des économies, ça a un impact sur votre impôt et je suis l'électeur, se fait de manière beaucoup plus ramassée, beaucoup plus court. Et donc, le circuit court, il marche mieux. Pour les entreprises, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, c'est pas l'électeur, c'est le problème d'image. Ils ont des politiques de plus en plus générales sur les sujets de développement durable. C'est en général plus facile de faire des économies sur le fonctionnement que sur le process industriel, donc ils commencent par là. Ils ont leurs salariés qui va leur dire pourquoi est-ce qu'on fait pas, on pourrait faire mieux, on pourrait faire des choses dans tel et tel domaine. Donc pour toutes ces raisons, eux aussi ils sont en circuit plus court. Ça ne veut pas dire que c'est parfait et que tout le monde fait très bien. Mais s'il y a une volonté politique à la tête, on va y aller beaucoup plus vite que dans l'État où c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup pour cet éclairage. Gilles, vous êtes beaucoup exprimé sur la numérisation des services publics comme levier de la transformation du fonctionnement de nos administrations, de l'action publique. Comment, selon vous, encore mieux concilier cette transformation numérique, cette digitalisation et l'urgence écologique, les enjeux de développement durable? Est-ce que les deux se... Oui, alors d'abord, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux fonctions. C'est-à-dire que le numérique a comme caractéristique d'être transversal et assez facilement multifactoriel. Et les politiques environnementales, elles ont de nombreux leviers. Et c'est d'autant plus efficace lorsque vous êtes capable de manipuler ces différents leviers à la fois. Et là, on touche, je pense, un enjeu et une complexité qui est propre à l'État, c'est la siloisation, c'est-à-dire l'isolation des politiques publiques au sein des ministères et des directions, qui rend la mise en application de politiques multifactorielles complexe. Et donc de fait, je pense qu'on a une forme d'asymétrie entre finalement un outil qui a beaucoup de potentialité, mais une grande difficulté à réussir à transversaliser. Donc on se retrouve à avoir ce qu'on appelle des RIM, des arbitrages interministériels ou des réunions interministérielles qui sont devenus extrêmement chroniques, qui ne sont pas des grands moments d'intelligence, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une RIM, en général vous savez que c'est compliqué, ça va mal se passer, la décision va décevoir un camp pour satisfaire l'autre, et je pense que ça pose la question de savoir finalement quelle pourrait être la nature optimale du fonctionnement de l'État. Il y a une époque, on a beaucoup prêché des organisations qui seraient basées sur des projets portés par des préfets. Ça a été le cas notamment dans la crise de la Covid. Ça a des défauts également, nombreux défauts. On en revient d'ailleurs pas mal. Mais je pense qu'il faut réussir à cranter finalement une réflexion sur l'état de demain. Il me semble que ce que j'entends dire dans la préfiguration de l'Institut du service public, le futur de l'ENA, largement voulu par le président de la République, rejoint cette forme d'aspiration. On verra s'il réussit à transformer l'idée en quelque chose qui est réellement opérationnel, mais il y a à tous les niveaux la compréhension qu'on doit dépasser le modèle systémique tel qu'il existe si on veut réussir à porter des politiques publiques modernes. Merci. Est-ce que justement, la transformation qui est en train de s'opérer dans nos sociétés, dans nos modes de vie, elle est profonde pour répondre justement à ces problématiques d'urgence écologique et de développement durable. Est-ce que finalement il n'y a pas des similitudes on ne trouve pas des similitudes avec ce qui s'est passé, avec cet essor du numérique il y a quelques années? Et est-ce qu'on peut en tirer des bonnes pratiques, des leçons qui devraient nous permettre d'être peut-être plus efficaces pour répondre à cette crise,
ou plus efficace dans la façon dont l'État devrait en tenir compte? Vous savez, moi, bon, après j'ai un tropisme évident, mais je pense que les gains d'efficacité, de productivité, c'est pas plus 5%, plus 10%, c'est 5, 6, 10 fois. Donc c'est très très brutal. Simplement, c'est tellement brutal que d'une certaine façon, ça vous pousse à changer la nature même de vos politiques publiques. L'idée, c'est pas de faire ce mot que je trouve un peu honni, qui est à la dématérialisation. C'est de dire, on remonte à la nature de l'action publique et face à la puissance de l'outil, on repense la façon dont on fait les choses. Vous prenez par exemple l'isolation thermique. Il se trouve que j'ai aidé Olivier Sichel à travailler sur son rapport sur ce sujet et on s'est bien rendu compte que, en fait, si on était capable d'accompagner l'ensemble du processus, qui est un processus en silo, où vous avez d'abord la détection des foyers prioritaires, notamment dans le privé, puis après la phase d'audit, puis après la phase de chiffrage, après la phase de travaux, la phase d'audit post-travaux, etc. Toute la partie financement, et à chaque fois vous avez des silos. Vous avez, et ces silos sont extrêmement coûteux à coordonner avec des moyens humains, naturels. Et vous vous rendez compte que si vous mettez une plateforme et du machine learning sur ce genre de choses, ça change tout. Mais ça veut dire que derrière, vous êtes obligé de former les patrons de TPE, les gens qui sont au sein des administrations et des agences de délégation de services publics. Et donc, vous êtes obligé d'ailleurs de remonter sur la réglementation, notamment la législation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore naturel dans l'État. D'avoir ce genre de choses. Ça pousse à un sujet qui, vous le savez mes chers, c'est une formation massive de l'ensemble de la fonction publique au numérique. Non pas que je souhaite faire de chaque agent un codeur, mais je souhaite que tout le monde ait des éléments de culture pour pouvoir faire les bons arbitrages et notamment pour pouvoir rentrer dans un état qui rentre dans une logique qui est plus une logique de projet. Et cette logique n'est pas inatteignable. Moi, j'accompagne des grandes organisations, généralement des entreprises. Voilà, c'est du temps long, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est plutôt 5-10 ans, mais on arrive à faire des miracles. Très bien, merci beaucoup. Michel, abordons peut-être maintenant le sujet des politiques publiques. Il y a, si on prend le cas par exemple du plan de relance, il y a un gros volet du financement qui est consacré justement à cette thématique-là. La prise en compte des objectifs du développement durable, de l'urgence écologique dans les politiques publiques, elle n'est pas complète encore aujourd'hui. Comment est-ce que, selon vous, on pourrait renforcer cela ? Ça, j'en suis pas complètement sûr, parce que je pense qu'à travers toutes les stratégies, plans, programmes qui sont faits aujourd'hui, stratégies basse consommation, etc., lois diverses, on a fixé des objectifs, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Le problème aujourd'hui, mais ça va être un vrai problème politique d'ailleurs, ce n'est pas d'inventer des nouveaux objectifs, parce que ça c'est facile, c'est de mettre en œuvre. Et c'est parce qu'on est en train de mettre en œuvre qu'on s'aperçoit que c'est très très compliqué. Regardez les débats qu'on a aujourd'hui quand on ouvre le journal entre le sujet de l'éolien, alors que le programme de développement de l'éolien, il est écrit depuis des années, on sait très bien ce qu'il faut faire, où on va, on progresse industriellement, etc. Ça n'empêche, maintenant qu'on s'en aperçoit, les gens réagissent. Le sujet de la voiture thermique et la disparition de la fin de la voiture thermique en 2035 ou 40 ou 30, bon, c'est pareil. Ce sont des choses qu'on a écrites, qu'on a dites. Qui sont prévus et qui sont nécessaires pour atteindre des objectifs du GIEC, etc. Le problème, c'est comment on fait pour convaincre déjà les citoyens que c'est une bonne idée, c'est un bon choix, pour transformer réellement l'économie, les formations des personnels, les entreprises, enfin, voilà, tout le secteur industriel qui est derrière tout ça.
Et puis pour faire que les gens changent de voiture et achètent des voitures électriques, c'est monstrueux en fait. Chaque sujet en soi c'est une montagne de questions et de difficultés. Et là, je vous en ai cité deux, mais la vignette critère dans les métropoles, c'est pareil, ce sont des éléments qui sont inscrits dans les textes européens, dans les lois françaises depuis des années. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il va falloir faire quelque chose. Et je le comprends très bien, c'est pas une critique, je comprends très bien. Les citoyens se disent « Ah oui, mais c'est ma voiture, comment je vais faire ?» Et alors, est-ce qu'on n'a pas suffisamment anticipé ? C'est pas si facile parce qu'on a anticipé au moins l'annonce, etc. Mais après, on peut pas non plus faire à la place des gens s'ils ne prennent pas le sujet en main. Et puis quand on arrive devant la décision, eh ben là, la question c'est est-ce qu'on cale ou est-ce qu'on cale pas. Donc moi, mon sujet, c'est, me semble-t-il, c'est pas du tout qu'est-ce qu'il faudrait faire encore de plus, de mettre de manière encore plus précise dans les textes. Bon, même s'il y a peut-être quand même en matière d'agriculture ou de choses comme ça, des endroits où il y a des trous. Hein. Mais globalement, c'est d'arriver à faire ce qu'on a prévu, inscrire par exemple dans la loi climat résilience que en 2028, 33, enfin voilà, on pourra plus louer les appartements ou les maisons qui seront en trop mauvais état, en passoire énergétique progressivement. C'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis la loi Grenelle 1. On a essayé plusieurs fois. Ça a été retoqué systématiquement. Il y aurait même que ça dans la loi climat et résilience. Moi, je considérais que c'est déjà une grande victoire. Mais ensuite, il va falloir le mettre en œuvre. Il va falloir l'appliquer. Et tout ça, il faut réellement réaliser ce que ça signifie comme changement de politique et de comportement et de dimension sociale. Hein, c'est pas pour rien que ça s'appelait pendant quelques temps ministère de la transition écologique et solidaire, hein, parce que bien entendu derrière tout ça, il y a des dimensions économiques et des dimensions sociales qui sont extraordinaires. Sans compter le sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est ma marotte en ce moment. Je pense que ça, par contre, c'est l'urgence. Et là, clairement, on ne fait pas assez collectivement, hein, les collectivités, l'État, les entreprises, sur qu'est-ce que ça signifie l'adaptation au changement climatique et qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, moi je ne suis pas demandeuse de faire encore plus de choses dans les objectifs des politiques publiques, c'est de les mettre en œuvre et que collectivement on comprenne la révolution qui se trouve derrière tout ça. Alors effectivement avec le numérique, d'abord on a des solutions qui s'améliorent, ça c'est déjà une chose, et on a été très vite dans le numérique, mais on n'était pas dans le même, c'était pas le même sujet en fait. On avait des plus, on n'était pas en train de changer ses comportements avec des coûts qu'on supportait. Et donc c'est assez difficile je pense de faire la comparaison entre les deux démarches numériques et écologiques, même si heureusement elles peuvent travailler ensemble. Merci. Gilles, pour la transition numérique, là, nous sommes à Vivatech, hein, c'est le salon des startups, le salon de l'innovation. Les startups ont beaucoup contribué à cette transition numérique. Est-ce que vous pensez que les clean tech vont avoir ce même pouvoir d'accélération pour cette transition énergétique, écologique ? Écoutez, oui, il y a, enfin, si vous vous placez aux États-Unis, la foi dans l'innovation pour, par exemple, faire du carbone capture ou pour faire de l'ingénierie du climat, elle est extrêmement forte. La réalité, et je vais peut-être vous surprendre un peu, c'est que moi, je crois avant tout à la régulation. Les grands sujets, c'est de payer ses externalités. Donc, personnellement, je suis un protagoniste très soutenu de la taxe carbone et je pense que c'est inévitable. Je suis très touché quand Michel nous dit qu'il ne faut pas rajouter de régulation et je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on en a trop, on est perdu dans ces trucs-là, etc. Par contre, des métatextes et faire en sorte que la Commission impose une taxe aux frontières sur le carbone, c'est incontournable. C'est incontournable parce que, si vous voulez, là, vous voyez bien, on a déjà très chaud, on va avoir plus chaud en août, et puis ça va s'accélérer tous les ans. Et donc, si vous voulez, il faut qu'on aille plus vite. Et l'une des façons d'imposer à l'ensemble des acteurs économiques une accélération sur ces sujets, c'est qu'ils payent leur externalité. Voilà, si vous voulez acheter de l'acier en Chine, pas de problème. Simplement, la réalité de cet acier, c'est qu'il émet 3 fois plus de carbone que quand il est produit en Europe. Et il faut payer ça.
Voilà, donc cette dynamique-là, c'est peut-être dans 2 ans, c'est peut-être dans 10 ans. Je pense que ça sera plutôt dans 2 que dans 10. Mais elle est absolument fondamentale et elle aura un impact total. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un espace européen commence à faire ça, le monde entier est obligé de s'adapter. Parce que sinon, vous créez une distorsion compétitive qui est énorme entre les plaques économiques. Et je pense que ça passera devant, dans une certaine mesure, l'innovation, en tout cas à court terme. Mais il n'empêche, ça, je suis complètement d'accord, hein, c'est clair. Surtout tout ce qui est taxe carbone aux frontières, en particulier en Europe, c'est nécessaire. Mais ça veut dire quand même qu'il va y avoir donc des augmentations de coûts et qu'on se retrouve avec le problème social de et économique, de comment on gère ça vraiment dans nos sociétés aujourd'hui. Donc c'est encore beaucoup de pédagogie parce qu'on le voit bien tous les jours. On a compris des choses, mais pas tout. C'est normal, hein, c'est vraiment des révolutions fabuleuses. Et j'aimerais bien qu'on arrive à la taxe aux frontières dans 2 ans et pas dans 10 ans, parce que sinon on sera beaucoup de retard. Mais ça voudra dire des révolutions à la fois économiques et sociales. Il faut en être conscient et les travailler, et les gérer et s'y adapter. Je crois un des grands sujets, et vous l'avez évoqué, c'est la pédagogie. Et si vous voulez, on n'est pas très bon là-dessus. Objectivement, quand on débarque avec une taxe carbone et qu'il y a les gilets jaunes, d'abord, il y a probablement quelque chose qui est extrêmement... une mécompréhension des problématiques des territoires qui est très forte. Et on suradditionne les contraintes sur un petit... plutôt une grande quantité de gens qui sont plutôt précaires ou défavorisés. Et puis, on n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe. Et donc, c'est une taxe en plus qui est perçue comme ça. Et quelque chose qui me frappe, c'est l'incapacité de l'État à expliquer son projet. Moi, j'appartiens à l'Institut Montaigne, hein, évidemment. Je m'aperçois que c'est beaucoup plus facile de faire un rapport sur un sujet et de le médiatiser que l'État d'expliquer une intention politique, parce que tout de suite, ça devient absolument caricaturé par le jeu des oppositions, et vous n'arrivez plus à donner de l'intelligence à une réflexion politique. Tout à fait. Vous avez abordé le sujet des territoires, parlant des gilets jaunes. Justement, je voudrais qu'on termine notre échange sur le sujet de l'articulation entre le central, le local, l'État, les collectivités. Depuis notamment la loi LTE-CV en 2015, là il y a la loi Climat et Résilience qui est en discussion au Sénat, avec des propositions pour renforcer encore le rôle des collectivités. Quel regard, Michel, vous avez justement sur cette gouvernance, sur cette articulation entre État et local sur ce sujet? Pour le moment, c'est pas très clair, hein. C'est compliqué et c'est pas très clair. Moi, je pense que, et on l'a dit, c'est important que l'État joue la régulation, hein. Et c'est vrai que le niveau européen et le niveau national, parce que beaucoup de régulations passent par l'Europe, hein, et en matière d'environnement en particulier, c'est très très vrai. Donc, il faut que les objectifs soient clairs, il faut que les calendriers soient précis, et il faut qu'on mette en place les outils fiscaux ou pas, les normes. C'est parfois et même souvent plus facile, même si c'est pas moins coûteux, hein, en réalité, qui fassent que on sache où on va et tout le monde puisse y aller. Donc ça veut dire aussi des systèmes de contrôle, ça veut dire voilà. Et ça, c'est le rôle de l'État de le faire. Après, dans la mise en œuvre, aujourd'hui, sur des sujets d'environnement d'une manière générale et de climat en particulier, et d'adaptation au changement climatique encore plus, c'est le territoire qui est intéressant. Alors après, il y a différentes tailles de territoire, on est d'accord. Il y a les régions. Il y en a quelques-unes qui sont tellement grandes qu'il faut quand même faire des politiques différentes sur les mêmes régions, parce que c'est quand même pas la même chose. Mais enfin, il y a les régions, il y a les intercommunalités aujourd'hui pour faire vraiment sur des territoires de proximité les bons choix, par exemple en matière d'énergie renouvelable ou de soutien à l'efficacité énergétique. Donc il faut savoir, je pense, remettre dans les mains des collectivités un certain nombre de pouvoirs qu'elles ont déjà, mais avec des objectifs bien précis. Et c'est là que le bas blesse, parce que l'État ne peut pas donner de consignes aux collectivités. Or, on dit c'est elles qui doivent les mettre en œuvre. Bon, je pense que sur le sujet climat, il y a une suffisante, finalement, aujourd'hui, un suffisant partage de l'urgence et de l'objectif pour que
même s'il n'y a pas de contrainte de l'un sur l'autre, on puisse dire que globalement, on va dans la même direction et on peut donner du pouvoir de différenciation même sur ces différents sujets dans les territoires. Après, la difficulté, c'est quand vous êtes sur une collectivité, la durée qui est nécessaire pour faire des politiques de ce genre-là, qui est plus de 5-10 ans, ça nécessite que quand on passe d'un élu à un autre, on continue la même politique. Vous me direz, dans l'État, c'est un peu la même chose, mais on est quand même un peu plus lent à changer de politique. C'est peut-être un peu plus compliqué sur les territoires, en tout cas sur les situations françaises. Mais je pense qu'il faut vraiment régler tout ça. L'État a un rôle aussi d'animateur, parce que c'est lui qui peut voir les résultats, il peut les partager, il peut faire partager les bonnes pratiques. Et moi, je crois beaucoup à ce rôle-là pour l'État, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Lui ou ses agences, hein, bien sûr, c'est pas forcément le ministère lui-même. Mais de partage de bonnes pratiques, parce que c'est pas les collectivités elles-mêmes qui le font, elles n'ont pas les moyens d'aller se comparer les unes aux autres, et que l'État peut retrouver là un rôle à côté de son rôle de régulateur. Merci. Gilles, même question, vous êtes souvent exprimé sur le modèle dans le cadre de la transition numérique, la verticalité de l'État, parfois le manque de concertation, notamment avec les usagers, hein, le fameux user-centric. Même question sur ce sujet de la transition énergétique, écologique. Quel regard vous portez sur cette gouvernance centrale locale ? On porte beaucoup d'attention à l'aspect institutionnel et effectivement au transfert de compétences qui fait l'objet du débat, notamment au Sénat, sur ce sujet. On en porte moins sur son équivalent dans le domaine du numérique. Et donc, il y a une forme d'incompréhension qui n'existe pas d'ailleurs au niveau administratif, mais au niveau politique, qui est très présente sur qui fait quoi, en fait. Et je pense que si on arrivait à faire en sorte que l'on précise, d'ailleurs sur le plan politique, les attributions des uns et des autres, je pense que l'État central, c'est les infrastructures, la fibre, l'identité électronique, le cloud souverain et quelques autres sujets, notamment régaliens, qui le concernent. Et puis les acteurs territoriaux, c'est les dynamiques de service, la formation des citoyens. Et donc cette dichotomie est aujourd'hui maltraitée. Pour le dire comme je le pense, on peut faire beaucoup mieux, même si il y a une harmonisation qui est en train de se faire. Sur le fond, ce que je crois important de dire, c'est que ce qu'on observe au travers de toute l'Europe, c'est que les États, souvent dans des fédérations, les régions dans des fédérations qui font le numérique dans la plupart du temps. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple l'Espagne qui a fait des progrès fantastiques en matière de e-gov ces derniers temps, si vous prenez le Royaume-Uni qui est aussi quand même assez bien, bon, l'Italie qui est dernièrement a beaucoup appuyé sur la pédale, bon, ça se passe au niveau des régions et c'est évidemment quelque chose qui culturellement nous est difficile à accepter. Vous savez qu'on est très en retard sur les transferts de compétences et je pense qu'on est en retard parce qu'on considère que cette délégation va avec une forme de libéralité dans la dépense des fonds qui fait qu'on doit centraliser pour contrôler. Je pense qu'il y a un moment, il faut accepter de définir quelle est la règle et je pense que faire les deux ensemble, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de la numérisation en même temps qu'il y ait des transferts de compétences, c'est un bon moyen d'éviter de se retrouver avec des RGPP ou des trucs qui ne fonctionnent pas et créer des nouvelles dynamiques de politique publique intelligentes. Merci, très intéressant. Nous sommes à quelques jours du premier tour des régionales. Justement, vous avez évoqué le sujet des régions. Selon vous, quel rôle demain pour les régions? Que devons-nous attendre des régions justement pour continuer à accélérer ce rythme de transformation? Sujet climat, elles sont déjà très présentes, à la fois dans l'observation, notamment sur les travaux par exemple sur les conséquences du changement climatique sur les territoires. La France c'est trop grand, donc il faut regarder le sujet de plus près. Et là par exemple la Nouvelle-Aquitaine a fait des travaux très précis d'identification et d'autres régions sont en train de le faire. Donc dans l'observation, c'est sur le territoire que ça se passe. Elles soutiennent aussi pas mal maintenant les efforts de recherche sur les filières qui les concernent, parce que derrière le
le sujet environnemental et changement climatique. Il y a de l'industriel et il y a de l'économie. Et donc, à la fois la transformation des filières et le soutien à l'innovation dans les filières, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles les régions sont très, très présentes. Après, elles peuvent pas faire à la place des collectivités, bien sûr, mais elles ont quand même les moyens aujourd'hui et elles mettent de plus en plus les moyens pour orienter sur leur territoire, comprendre, orienter, faire la pédagogie. Et la pédagogie, il faut aussi qu'elle se fasse à ce niveau-là, pas uniquement au niveau central, c'est clair. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre éclairage. Merci de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt. Merci pour Vivatech. Merci.